pour montrer un petit peu nos motivations. L'année dernière, on a déjà donné nos motivations et j'ai supposé que vous étiez déjà allés voir pour la plupart les présentations des années précédentes. Donc là, on va plutôt dire ce que nous, on essaye de faire sur le sujet. Et je vais aller très vite, puisque je vous ai dit que mon but, c'est de rattraper le temps perdu. Donc j'ai 7 minutes, donc ça va pas assez vite. Puis on discutera plus tard. Nous, dans le domaine de la multisensorialité, en fait, pour l'instant, on essaye déjà de mettre en place une architecture qui va nous permettre de connecter ensemble des objets multisensoriels et un logiciel qui va nous permettre de facilement faire du prototypage pour ensuite pouvoir faire des expérimentations qui sont ce qui nous intéresse, quel est l'impact de tel sens sur la personne, sur l'interaction, etc. Donc là, on est plutôt dans le côté architecture informatique. Donc, je vais aller très, très vite. Ça, c'est important. C'est né du besoin de plein de projets. Bon, en l'occurrence, là, j'ai mis les nôtres, mais on avait un projet qui s'appelait Robadom, qui avait pour objectif de permettre à des thérapeutes de faire des exercices multimodaux pour des patients. Et on leur avait fourni une petite interface graphique, c'était un langage de programmation visuelle, mais les médecins, ils n'ont pas le temps. Ils n'avaient pas envie d'apprendre la programmation, donc ça n'a pas marché. À gauche, c'est un projet où on a développé un petit boîtier multisensoriel. Et là aussi, c'était pour des thérapeutes, pour qu'ils puissent faire de la stimulation cognitive. Mais là aussi, on est bloqué parce qu'il faut un moyen pour les thérapeutes pour créer des exercices. Donc là, là aussi, il nous fallait une petite interface. Donc, on a fait une petite pause. On était à un moment donné aussi de l'autre côté où on se disait, bon, il faut qu'on étudie l'impact du robot sur la cognition parce que c'est bien beau de vouloir faire des exercices de simulation cognitive à des robots. Mais si le robot, en fait, il fait plus de distraction qu'autre chose, la stimulation cognitive, ça ne va pas marcher. Donc, on voulait faire des évaluations pour tester ça. Mais là aussi, il fallait qu'on donne la possibilité aux psychologues de définir des situations d'interaction entre un robot et un humain. Puis là, on s'est dit, bah ouais, mais là aussi, il nous faut une interface pour programmer tout ça. Donc, on a fait une petite pause et on est parti vers Prime en se disant, là, on va la faire. On va se faire un logiciel qui permet de faire du prototypage rapide de situations d'interaction. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment un humain, enfin, ou plusieurs, c'est en fait des capteurs, des actionneurs qu'on peut relier entre eux. En fait. C'est ça, et c'est tout. On ne veut pas faire de la programmation, on veut vraiment juste permettre du prototypage rapide pour permettre à ceux en fait, qui ont besoin de créer, de le faire sans informaticiens, sans programmeurs, sans programmation. C'est l'idée. Donc, bon, là, on a inventé un mot parce qu'on aime bien. Donc, on ne fait pas des programmes, on fait des scénagrammes. Voilà, mais on passera parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Dans ce que nous, on estime être un scénagramme, c'est vraiment ce que je vous ai dit, de l'interaction entre un ou plusieurs humains et des périphériques. Donc, nous, on a imaginé ça. Mode autonome, mode interactif, soit des choses simples où on est passif, on regarde le système qui fait des choses et puis on peut juste dire suivant, suivant, suivant. Donc, ce qui nous donne les multimédias ou lecture de procédures, écoute d'histoire. Donc là, vraiment, interaction minimum. Ça, on peut presque déjà le faire. Presque. Et à côté, notre idéal, ce qu'on vise, ce serait le mode interactif, vraiment, où on peut mettre en place des choses beaucoup plus riches, où l'utilisateur va aller plus loin dans ce qu'il est capable de faire. Mais ça, nous, on le sait bien, ça veut juste dire avoir plus de développement dans ce qui est capteur et analyse, enfin, des programmes qui vont pouvoir récupérer des données sur l'utilisateur. Donc ça, après, ce n'est plus un problème de l'interface. Je vais quand même vous montrer où on en est. Et puis, Justin sera là pour faire une démonstration cet après-midi. Du coup, Justin qui est thésard sur le projet Prime et qui va avancer aussi sur tout ça. Donc là, on avait quelques exemples. Moi, j'aime beaucoup l'art. Je ne suis pas artiste, mais j'aime beaucoup ça. Donc, dans ce projet, j'imagine 3 volets, en fait. J'ai oublié de le traduire celui-là. Création, handicap, éducation. Du coup, ça me donne 3 exemples. Pour la création, franchement, j'imagine l'acteur qui est sur scène, qui peut faire certains gestes et ça va activer des lampes, des sons, plein de trucs. Et ça j'attends de le voir, en fait, parce que ça va être merveilleux. Mais pour ça, il faut quand même, par exemple, une type Kinect, dans lequel on aurait défini des gestes, un vocabulaire gestuel et ensuite on ferait le lien. Mais dans le logiciel, l'idée c'est vraiment d'avoir, si l'humain fait tel geste, on fait ça, si l'humain fait tel geste, on fait ça, on va brancher en fait.
Donc ça, voilà, ce n'est pas du tout la recherche, mais c'est ce que je veux voir. Et après, donc, dans la recherche, il y a plus. Donc, moi, je m'intéresse toujours, je vous avais dit, à la stimulation cognitive, donc procédure de la vie quotidienne. Là, on essaye de voir avec les ergothérapeutes parce qu'ils sont vraiment sur les situations de la vie réelle. Donc ça, c'est intéressant de voir ce que eux, ils pourraient faire avec ça. Donc, on commence à faire des discussions avec des ergothérapeutes qui m'ont donné une excellente idée de faire une salle pour faire un escape game. Ça, c'est vraiment, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment chouette. Et à côté, bah, l'éducation. Donc, moi, j'imaginais beaucoup, en premier exemple, comme ça, l'apprentissage des langues. Parce que quand on apprend une langue, il faut se mettre dans des situations de la vie quotidienne. Et là, ça peut être intéressant. On a des scènes, après, on a des questions, on a des scènes, on a des questions. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'ai mis multimédia, parce qu'au final, apprendre des langues, c'est aussi pouvoir regarder des vidéos multisensorielles et puis répondre à des questions. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'idéal, ce qu'on vise et qu'on essaiera d'atteindre peut-être un jour. Donc ça, je vais passer très vite puisqu'il reste 8 minutes et Justin le présentera tout à l'heure. Mais rapidement, vous dire vers où on part. Nous, on a un intérêt pour la timeline. Moi, je me fais une espèce d'obsession qui dit que la timeline, c'est facile. En haut, c'est un extrait d'une interface que j'avais utilisée pour ma thèse, dans laquelle je ne croyais absolument pas. Et j'ai fait des évaluations avec des enfants et ils ont su programmer. Voilà, mais c'était cool. Et en dessous, j'ai mis une capture d'écran d'un Kdenlive, un logiciel de montage vidéo. Et en fait, ça, c'est pour montrer que pour moi, la timeline, il n'y a pas encore d'arguments scientifiques, c'est lui qui devrait les donner. Mais moi, j'ai mes intuitions que la timeline, c'est bien, mais qu'il y a une différence fondamentale entre la timeline des éditeurs de montage vidéo qui est basée sur le temps et la timeline de nous en interaction qui est basée sur les événements. Et il n'y a pas de temps. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de repartir d'un logiciel de montage vidéo, de voir comment je peux le modifier et l'enrichir pour que ça gère des événements. Et donc, pour moi, ce qui m'intéresse, là, c'est d'étudier un petit peu ce qui se fait en musique. Parce que la musique, ça aussi, c'est trop cool. C'est une partition qui saute à la ligne, on a des pages, donc c'est super facile à lire, on va toujours de gauche à droite. Et en fait, il y a déjà de l'algorithmique. Et ça, c'est cool. Et là, je vous ai montré, en fait, là, tout est cool. Quand on interprète ça, ça va jouer ces notes-là, ça va jouer ces notes-là, et ce signe dit qu'on revient ici. Donc, c'est genre un go-to. Ça va jouer ensuite ces notes-là, et ça dit qu'on va là. Donc, ça, c'est une sorte de conditionnel. Ça veut dire que la première fois, on fait ça, et la deuxième fois, on ne le fait pas. Et on va ici. Après, hop, on va là, et là, ça, c'est une boucle. On revient. Tac. Et ensuite, on va là, et ça fait un silence, un silence, un silence. Donc là, on a déjà 4 éléments algorithmiques. Et c'est ça que je trouve absolument formidable. Parce que ce qu'on s'est rendu compte ici, c'est que c'est ça que j'avais donné à mes thérapeutes. Hein. Et ils ont dit non. Parce qu'à droite, il y avait le si, la boucle, etc. Il y avait l'algorithmique et en fait, ils ont complètement bloqué sur l'algorithmique. Donc moi, je voudrais la cacher. Et ça, il y a des millions de musiciens. Alors, il faudrait que ce soit plus simple parce que le solfège, c'est quand même quelques années d'apprentissage. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver un compromis. Mais il est là le projet, elle est là sa thèse en fait. On essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel compromis on peut trouver. Donc là, je vais passer, ça, il présentera tout ça. Voilà, quel compromis on peut trouver, quel symbole graphique on peut utiliser. Bon, là, après, on est dans des problématiques d'IHM. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on garde la discussion pour plus tard, comme ça, on est à l'heure et